Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, il fait super chaud. Il n'y a pas qu'en France qu'il fait chaud les gars, sachez-le. Ça va faire bientôt 2 mois que je suis arrivée ici et juste pour cette vidéo, c'est la première fois que je mets la clim. Mais en fait, ce matin, enfin ces derniers jours, c'est vraiment devenu fou ici et ma maison c'est un four et c'est-à-dire que genre je peux pas passer 5 secondes sans être genre trempée de transpiration pour le bien-être visuel des gens qui regardent mes vidéos. Il n'y en a pas beaucoup, mais pour votre bien-être visuel, je me suis dit il fallait quand même qu'il fasse pas genre 40 degrés chez moi. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo un peu sympa parce que c'est vrai que depuis que je suis arrivée, j'ai pas été hyper active sur mes comptes YouTube. C'était peut-être prévisible, je ne sais pas, mais il se passe aussi beaucoup de choses parce que je travaille déjà, premièrement, et moi j'ai souvent eu du mal à balancer en fait entre les deux. Je suis fatiguée en fait et facilement ensuite j'arrive pas à créer à côté. On avait fait un peu la vidéo avec Jean sur la créativité, on en parlait un petit peu que faire les deux à la fois, je trouvais que c'était hyper compliqué. En fait, j'ai du mal, c'est pas encore dans mon habitude d'être une créatrice de contenu en fait. Mais bon, j'avais pas non plus grand chose dont je voulais parler aujourd'hui. En tout cas de sujet, j'ai rien travaillé. Là, c'est un peu mon retour à la rentrée, on va dire. Mais dernièrement, j'ai lu un livre et je me suis dit pourquoi pas. J'ai souvent consommé ce genre de contenu sur les réseaux sociaux de personnes genre Booktube et tout ça. Mais Booktube, j'étais trop fan quand j'avais genre 14 ans. Aujourd'hui, je voulais vous parler du livre de Will Guidara, Unreasonable Hospitality. Alors déjà, premièrement, ce livre, il m'a été prêté par une amie. Et du coup, c'est un peu une découverte, je savais pas trop à quoi m'attendre. Faut savoir que je surkiffe The Bear et que du coup, il est pas mal... mentionné, je sais pas s'il est directement mentionné, mais il y a pas mal d'anecdotes en fait du livre qui ont, je pense, inspiré la série. Et donc, en gros, Will Guidara, l'auteur de ce livre, c'est un manager d'un des plus grands restaurants du monde, qui a été élu une fois le meilleur restaurant du monde, qui est 11 Madison Park. C'est vrai que la restauration et la restauration de luxe, j'aime bien. C'est pas quelque chose financièrement que j'ai les moyens de me l'offrir souvent, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de mes voyages, j'ai quand même eu l'opportunité, la chance, le privilège de tester tout plein d'adresses différentes avec tout plein de standings différents. Et par exemple, quand on est allé à Copenhague, on n'est pas allé à Noma pour des raisons évidentes, mais on a testé leurs adresses plus abordables, on va dire. On est allé prendre un burger à Popple. C'était le burger le plus cher de ma vie, mais c'était genre une expérience trop cool. Et étant donné que je travaille en fait, premièrement, on peut commencer par ça, dans le milieu de l'hospitalité, c'est toujours intéressant en fait de tester d'autres adresses. Je travaille dans l'hospitalité, je sais pas ça fait combien de temps, pas si longtemps que ça va faire... En vrai, j'ai toujours, en fait, tous les métiers d'étudiant, techniquement, c'est souvent des métiers d'hospitalité. Et j'ai eu mon premier métier d'hospitalité, qui je trouve a été très formateur. C'était à Victoria's Secret, donc de service à la personne, c'est pas exactement la même hospitalité. Enfin, si en fait, c'est la même hospitalité, juste sur le fond est similaire, la forme est différente. Et ensuite, j'ai que fait des petits boulots comme ça, jusqu'à en fait devenir barista, et jusqu'à à ce que ce soit ce que je fais en fait comme métier. C'est-à-dire que j'ai commencé à Starbucks et ensuite j'ai travaillé dans un café de spécialité parisien. Après, en voyageant, en fait, c'était super simple, en ayant les compétences de barista, de trouver un travail assez facilement. Parce que le café de spécialité, dans plein de pays européens, il y en a où c'est très répandu, mais dans encore plein de pays européens, par exemple l'Italie, là où je suis actuellement, le café de spécialité, c'est pas du tout la norme. Ils ont encore leur système d'espresso italien avec les bars où tu commandes ça à 1 euro et puis voilà. Donc c'est pour ça que quand t'es qualifié dans l'espresso de spécialité, enfin le café de spécialité, c'est hyper rapide de trouver un travail et donc on a eu souvent beaucoup de chance pour quand on s'installait dans une nouvelle ville. On a fait ça à Milan, Berlin et du coup là actuellement je suis dans les Pouilles en Italie. Et donc j'ai gagné encore plus d'expérience et j'ai découvert d'autres management styles, etc. qui avaient leurs qualités et leurs défauts on va dire. Et donc ce qui est très drôle c'est que ce livre c'est ma collègue que j'ai rencontrée à Berlin qui s'appelle Georgia qui me l'a prêté parce que c'était elle-même un cadeau qu'on lui avait fait de notre patron à Berlin qui lui avait offert ce livre. Tout ça pour dire que ce livre, je l'ai trouvé vraiment hyper intéressant. Et en tant que personne qui travaille dans le milieu, il m'a vraiment fait du bien, j'ai envie de dire. Et il a ouvert une nouvelle perspective. Dans son point de vue marketing à Will Guidara, il est un peu en train de dire que peu importe que tu travailles dans l'hospitalité ou non, ce livre, il
te parle et tu peux, peu importe le business que tu gères, ce livre peut t'aider à créer un meilleur service clientèle, etc. Ou un meilleur rapport à l'autre parce que le but de sa philosophie, on va dire, c'est toujours de mettre l'autre, pas en avant, mais de propager, on va dire, le bien, en fait, autour de toi. Ça fait un peu religion, c'est bizarre. Mais aussi, personnellement, ce qui m'a touchée, il y a tellement de bonnes leçons à tirer. Vous n'êtes pas sans savoir que Hugo, mon copain, veut ouvrir un café. Et de la plupart des expériences que j'ai eues, souvent, le problème des coffee shops, c'est les patrons. Voilà. Souvent, le problème de beaucoup d'endroits dans lesquels on va travailler, ce sera les personnes supérieures. Et en fait, ce qui me faisait super peur, c'est que Hugo devienne un peu ce genre de personne. C'est des personnes qui sont complètement déconnectées de leurs employés, qui ont des goals financiers avant d'avoir des goals humains. Et tu vas me dire, encore une fois, en étant propriétaire d'un business, forcément, il faut les moyens de le faire tourner. Et si t'as pas les moyens, tu fermes et c'est une pression qui doit être hyper importante. Mais en fait, on atteint des levels où il n'y a plus forcément de respect, il n'y a plus de communication, il n'y a plus de vraies relations en fait entre l'employé et l'employeur. Et c'est vraiment que des transactions. Et finalement, le monde de l'hospitalité et le monde du travail, c'est majoritairement des transactions. Mais je pense qu'il y a... Et le livre en fait l'éloge, en fait, il y a tellement de moyens de faire en sorte que, en fait, ce soit une relation, ce soit une conversation, ce soit pas amical, mais presque, en fait, qui est vraiment un échange humain. Et pas une transaction seulement financière ou très froide en fait, ou très machinale. Déjà, je trouve qu'il y a un truc hyper intéressant. Il y a un chapitre où Will Guidara, en fait, il fait la distinction entre un corporate smart business, un business qui est tourné vers l'entreprise, et un restaurant smart business, un business qui est tourné vers la restauration. Ça fait très sens, mais en français, ça fait moins sens. Mais en gros, parce que les grands restaurants, souvent, ils ont une partie un peu RH. Par exemple, là, je vais te citer, je sais pas pourquoi ça me vient en tête, là, mais un très grand restaurant en Europe actuellement, c'est Big Mama. Alors, peut-être que vous connaissez, peut-être pas Big Mama. Ils ont plusieurs adresses à Paris. C'est le Big Mama Group, c'est les restaurants italiens à Paris. Il y a Pizzeria Popolare, t'as tous les Big Mama, East Mama, tout ça. Normalement, si vous êtes à Paris, je pense que vous connaissez cette adresse parce que c'est une adresse quand même assez connue, je dirais. Même si ça vous a peut-être pas marqué, en fait, probablement que vous y êtes déjà allé une fois, ou peut-être pas, je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est une adresse assez connue de nourriture italienne à Paris, de cuisine italienne, pardon. Au fur et à mesure de nos voyages, on s'est rendu compte qu'ils sont partout. Et qu'ils ont un business plan. Je sais pas. Je sais pas pourquoi je vous parle de Big Mama là tout de suite, mais en fait, c'est qu'il y a pas longtemps, je suis tombée sur une reco Pinterest qui mettait plein de restaurants à Londres. Et du coup, je regarde les restaurants qu'ils mettent et tout. Et là, je vois un petit restaurant qui s'appelle Carlotta. Et tu sais, genre mindlessly, moi je suis la petite Lise, donc je regarde sur Google Maps, qu'est-ce que c'est ? Je vais juste dans les photos parce que pour voir un peu les menus, tout ça. Et je vois une assiette. Et je vais vous mettre la photo de l'assiette. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on est un peu devenus des experts Big Mama, en fait. Parce qu'on est impressionnés par la culture de cette entreprise. Et je regarde l'assiette et je suis en mode, non, mais c'est pas Big Mama. Et si, c'était un freaking Big Mama. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire que de nulle part, j'ai vu un seul plat de pâtes et j'ai reconnu la DA de la marque entière et c'est un restaurant italien. Encore une fois, c'est un restaurant italien, les gars, c'est pas le truc le plus niche du siècle. Enfin, des restaurants italiens, il y en a partout. Mais là, juste une assiette de pâtes et je suis genre, I know. Et puis, chacun de leurs restaurants, ils ont des adresses à Milan, ils ont des adresses à Berlin, ils ont des adresses à Londres et genre, ils ont 15 000 commentaires minimum. 15 000, je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a des business qui struggle à avoir plus de 300 commentaires. Ils en ont 15 000. C'est genre, ils ont autant de commentaires que des sites touristiques hyper connus. C'est-à-dire que moi, j'utilise Google Maps énormément. J'utilise la plateforme énormément parce que c'est une habitude. J'ai pas forcément d'autres plateformes en tête qui me rendraient le même résultat que Google parce que c'est quand même la plus utilisée. Donc forcément, quand tu voyages, c'est quand même bien d'avoir le résultat le plus fiable, on va dire. Et du coup, j'utilise ça énormément, j'enregistre tous les monuments que je veux visiter, tout ça, et genre, on parle de monuments, genre, qui ont autant de commentaires, genre, je sais pas, l'Arc de Triomphe, tu vois, genre, j'en sais rien. Non, en vrai, il y a moyen qu'il y ait ça, il y en ait beaucoup plus, parce que je crois que la Tour Eiffel, il y en a genre 50 000. Mais tout ça pour dire que, genre, chacun des établissements de Big Mama ont minimum 15 000 commentaires, et surtout, ils ont minimum 4.8 sur 15 000 commentaires. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en tant que personne qui travaille dans la restauration, qui utilise Google Maps, dont mes patrons étaient complètement obsesses de Google Maps à chaque fois, genre si on avait une mauvaise note, c'était la fin du siècle, parce que ça baissait la note, etc., parce que les gens sont matrixés par ce que pensent les autres d'eux. Genre ça faisait descendre la note, et on avait genre 300 commentaires, et on était à 4.4, et on avait eu 3 commentaires à 1 étoile, tu vois. C'est-à-dire que ce restaurant n'a aucun commentaire
négatif sur 15 000 personnes. Je sais pas, en fait, je suis passionnée par ce truc parce que pour moi, c'est un coup de génie. Je ne sais pas comment ils font ça. S'il y a quelqu'un ici qui tombe sur ma vidéo et qui fait partie du groupe Big Mama, mais contactez-moi, on a besoin de savoir. La France entière veut savoir comment vous avez fait ça. Et en vrai, c'est vrai que niveau service, ils sont très agréables. Je me souviens par exemple d'une anecdote. On était allé au restaurant à Berlin, du coup, et on était une grande tablée. Et avec une amie à moi, on avait commandé le même plat. Et les deux assiettes arrivent, et perceptiblement, il y a une assiette qui est beaucoup moins remplie que l'autre. Moi, j'avais celle qui était la plus remplie, et l'autre était beaucoup moins remplie. Et c'était le même plat, c'était des pâtes aux truffes, les fameuses. Et en fait, à la fin du repas, elle a terminé de manger. Le serveur arrive en mode tout se passe bien. Elle lui dit je suis venue et tout, déjà ici. Et là, en fait, même comparé à l'assiette de mon ami, j'avais beaucoup moins en fait. Genre, c'est normal. J'ai faim encore. En gros, elle était un peu allemande, mais c'est ok. Et le mec qui est en mode on s'excuse, et il lui ramène un nouveau plat, mais genre rempli x2. Ça explique les 4.8, les 4.9. Imagine, elle avait reçu un plat énorme, premièrement. Ils ont même pas posé la question de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Ils ont dit on s'excuse, on est désolé. On vous en ramène une autre. Hospitalité to its maximum. En vrai, ils sont très chauds. Je pense peut-être que les gens qui ont ouvert Big Mama ont lu le livre de Will Guidara. Je sais pas, mais vraiment, c'est impressionnant. Après, encore une fois, Will Guidara, il dit que c'est pas une question d'argent, parce qu'il faut bien comprendre que quand les gens vont à 11 Madison Park à New York, dans ce restaurant de ce monsieur-là, ils payent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros pour une table. Je pense que le ticket moyen là-bas, il fait un SMIC, tu vois. Donc c'est pas étonnant que t'aies les moyens en fait de pouvoir mettre ce genre de service en place. Big Mama, on paye pas le même prix, mais on paye quand même ton assiette de pâtes, tu la payes quand même 20 balles. C'est pas rien. Donc forcément, ils font, je pense, une bonne marge, ce qui leur permet ensuite que quand les clients ne sont pas contents, ce qui n'arrive, je pense, pas régulièrement, mais quand les clients ne sont pas contents, ils ont les moyens de se permettre en fait de dépenser une autre assiette dans le plus grand des calmes. Je me perds un peu, mais parce que j'ai voulu faire ma petite parenthèse Big Mama parce que je la trouvais trop intéressante et que si vous allez là-bas, et si même vous êtes genre juste des clients, genre donnez-moi votre ressenti en commentaire parce que c'est juste un restaurant random de nourriture italienne et en fait ils font ça mais trop bien et même en Italie, ils ont une adresse je pense à Milan, peut-être qu'ils ont une adresse à Rome et faut savoir que c'est un des meilleurs restaurants à Milan et où on est allé, c'est le standing est fou, le lieu est incroyable et c'est un restaurant français. C'est un restaurant tenu par des Français, ils sont genre le top du top en Italie. Pour revenir sur la différence Corporate Smart et Restaurant Smart, c'est que d'un côté, t'as un restaurant qui mettra en pole position le growth du restaurant. C'est les gens qui ne travaillent pas dans les restaurants directement, qui sont en fait les chefs, qui décident, qui vont venir te voir. C'est-à-dire que là, un peu là où je travaille, on est sur un Corporate Smart restaurant et pas dans un Restaurant Smart restaurant. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui ne travaille pas dans le café, qui prend les grosses décisions sur le café et qui va avoir le mot final sur à peu près tout. Qui va vérifier que les dépenses sont contrôlées, etc. Il dit, Corporate Smart was all fine and good, but at what point do you need to trade some control in favor of trusting the people on the ground? The people were connected in real time with your team and your customers. Former Navy captain David Marquette says that in too many organizations, the people at the top have all the authority and none of the best information, while the people on the front line have all the information and none of the authority. I was learning that, taken too far, corporate smart could be a restaurant dump. Parce qu'en gros, il dit que la grande différence entre un corporate smart et un restaurant smart, c'est que du coup, le corporate smart, il a quand même ses bénéfices. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui vont grandir plus vite. Ils vont avoir les moyens, en fait, de s'exporter, d'avoir peut-être un meilleur marketing, etc. Mais du coup, vu que c'est des gens qui sont en dehors du business, qui prennent les décisions intra-business, enfin, ils sont pas en dehors du business, mais ils sont en dehors de l'action. C'est pas eux qui, tous les soirs, en fait, font à manger ou ramènent la nourriture devant les clients ou qui ont, en fait, le face-à-face. En fait, il y a une sorte de... tu vois. Mais du coup, c'est pour ça que c'est hyper important, je pense, dans la culture du café qu'on aimerait ouvrir, que Hugo aimerait ouvrir, d'être vraiment genre restaurant smart à 100%, d'avoir une bonne culture premièrement dans son café. C'est important d'avoir un peu les deux parce qu'il y a quand même ces avantages, encore une fois. T'as un vrai système en fait qui est peut-être un peu plus reliable quand dans un corporate smart business parce que t'as des gens qui peuvent te gérer en fait et ça peut être rassurant en tant qu'employé. En fait, je suis un peu tiraillée entre le fait de vous dire pourquoi j'aime tant le livre et sans vous spoiler le livre parce que je pense que c'est vraiment un livre qui est intéressant à lire et je trouve aussi que l'écriture de Will Guidara, elle est hyper cool.
Et il a été vraiment facile à lire ce livre, et en tout cas je le trouve drôle. Je trouve qu'il a un moyen de nous amener avec lui, et dans son écriture t'as pas l'impression que le mec était genre un front of house manager d'un des plus grands restaurants du monde. Et ce que je trouve très intéressant et qu'il en parle souvent, c'est qu'en fait à l'époque où il était front of house manager et que il y avait vraiment le growth en fait du restaurant, il avait genre 26 ans. En tout cas je crois qu'il a été promu à être le front of house manager qu'il avait à peine 25 ans, tu vois. Toutes les idées qu'il a eues, il les a eues alors qu'il avait même pas la trentaine, ce qui va vraiment à l'encontre de ce que l'on imagine en fait d'un boss qui gère une entreprise comme ça. Enfin, je trouvais ça hyper intéressant parce qu'au final, ça apportait une sorte de... Ton cerveau, il est encore un peu élastique, en fait, à ce moment-là dans ta vie, et du coup, t'es plus enclin, en fait, à changer d'avis. Si la science dit vrai, en fait, à partir d'un certain âge, ton cerveau, il perd en élasticité, ce qui veut dire qu'il est moins malléable, ce qui veut dire qu'en fait, t'as beaucoup plus de mal à changer d'avis. Et souvent, tu deviens plus têtu, en fait, avec l'âge. Mais c'est pas une question de caractère, c'est une question de cerveau. En fait, ton cerveau change, tout simplement. Et vraiment, ça m'a fait du bien. J'ai vraiment senti la différence quand j'ai commencé à lire le livre, avant et après, ma relation avec les clients, etc. Et bon, parce que moi, faut savoir que ma clientèle, c'est quand même les fous du bus, hein. Pardon. Non, j'ai pas le droit de dire ça. J'ai pas le droit de dire ça. Mais je travaille dans un café dans une ville méga touristique où il y a personne en fait. C'est-à-dire que je vis à Disneyland. C'est-à-dire que là, devant la porte, des fois, il y a des gens, ils se prennent en photo. Les gens me prennent en photo. Quand je mets mon linge à sécher dehors, les gens sont en mode esthétique. Je prends cette personne. On me prend en photo aussi au travail, mais ça, à la rigueur, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez universel dans la vie d'un barista. En tout cas, mon copain à Paris se fait prendre en photo aussi. En vrai, si quelqu'un arrive et me dit est-ce que je peux prendre une vidéo, je suis en mode bah oui, pas de souci, ou au pire, est-ce que tu peux juste pas filmer mon visage et tout, enfin, mais oui, sinon il y a pas de souci. Mais juste voilà quoi. Il y a des gens qui m'ont pris en photo, mais ça restait très discret, on me voyait pas énormément et tout, et après j'ai vu le résultat sur Instagram, j'étais genre bah c'est trop cool, je suis trop contente, tu vois. Mais en général, c'est pas ça. Il y a quand même des gens qui m'ont pris en selfie. Il y a des gens qui étaient en FaceTime. Et c'était en mode, regarde, on m'apporte mon café. C'est le zoo. Voilà, je vis dans... mon café, c'est un peu un zoo. Et genre, je suis le spectacle, voilà. En vrai, ça m'a quand même aidé. J'ai quand même eu une nouvelle perspective. C'est vrai que dernièrement, j'étais un peu low, donc c'est pour ça que je suis en train de dire que c'est compliqué. Dites-moi en commentaire si, encore une fois, je sais pas à quel point cette vidéo va toucher une audience plus large que celle de mes amis. Mais si vous travaillez aussi dans l'hospitalité, j'ai envie de savoir c'est quoi, genre vos expériences les plus, genre les grosses dingueries que vous avez eues avec des clients qui étaient juste des fous du bus. Parce que vraiment, enfin, moi, je peux citer des anecdotes tous les jours. Après, encore une fois, c'est toujours une question de perspective, mais il y en a, c'est quand même compliqué, quoi. Mais en vrai, je vous jure, genre, il y a des clients qui étaient genre pas sympas avec moi, qui fail genre juste les basic respect, genre bonjour, s'il vous plaît, merci. Il y a plein de gens, en fait, ça n'existe pas. Après, je me dis, c'est peut-être une question de culture, tu vois, il y a d'autres pays où peut-être ça se dit pas forcément. Genre, je sais qu'en France, c'est quand même hyper important et c'est quand même hyper ancré d'avoir ces petites marques de politesse. Bonjour, merci, au revoir, tu vois, bonne journée. On n'est pas genre les plus polis de la Terre, mais il y a ce petit détail où il faut avoir les mots, et ça nous tique, tu vois, si quelqu'un ne le fait pas. Peut-être que c'est pas du tout le cas dans d'autres pays, il faut genre juste le comprendre et tout. Et c'est pour ça que des fois, genre, il y a des gens, ils sont pas nice. Et ensuite, genre, je leur pose des questions sur leur vie, et ça va mieux, ils sont plus contents et tout. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais en tout cas, le livre m'a beaucoup servi. Je pense que c'est hyper intéressant pour chaque personne qui travaille dans l'hospitalité de pouvoir lire un livre de ce genre. Peut-être pas celui-là, mais je pense qu'il en existe plein d'autres qui parlent de la même chose. Je sais qu'il y a eu des reviews un peu négatives en mode c'est juste another guy qui parle de comment grandir son business. Mais en tant que personne qui travaille dans l'hospitalité, c'est quand même hyper intéressant. Il est vraiment très cool. Mais c'est une lecture qui est hyper facile, qui est hyper agréable. Le livre est bien écrit, suffisamment pour que ça passe vite en fait. J'avoue que les 2 premiers chapitres, je les ai lus et j'étais un peu en mode c'est du vide, c'est du vent ce qui nous vend, parce que c'est un peu toute la mise en situation. Comment faire pour que en fait nous on est arrivés, on est devenus... Et j'étais un peu en mode mais c'est tellement pas concret ce que tu nous racontes. Les 2 premiers chapitres m'ont saoulée. Enfin ils m'ont pas saoulée, mais j'étais un peu en mode c'est du vent, c'est du vide, c'est du blabla. Faut pas s'arrêter à là, les chapitres suivants sont beaucoup plus intéressants, il offre vraiment plein de conseils qui peuvent surtout soit si vous êtes employé ou soit si vous comptez ouvrir un business, bah c'est hyper intéressant. Mais la dernière page que j'ai prise en photo parce que je l'ai trouvée hyper intéressante, et ça aussi c'était en rapport avec certaines conversations que j'avais eues avec mon copain et ma collègue aussi. La phrase dit "Start with what you want to achieve instead of limiting yourself to what's realistic or sustainable." Qu'en gros, qu'il explique que ça peut vraiment genre détruire un projet d'être trop adulte, d'être trop logique et cérébral au début.
de se limiter en fait par des choses sous prétexte que ça va coûter trop cher, on n'a pas les moyens, on n'a pas le temps. Logiquement, structurellement, logistiquement, c'est pas possible. Et il est en mode, mais en fait, tu tues ton projet à faire des choses comme ça. Commence par ce que t'aimerais faire, la chose la plus folle, et au fur et à mesure, en fait, quand va falloir la mettre en action, tu te rendras bien compte qu'il y aura des trucs qu'il faudra un petit peu changer. Mais en fait, l'idée de base, elle sera toujours là. Ton désir de base, il sera toujours là. Tu te seras pas vraiment limité au final. Tu auras juste trouvé des solutions à des problèmes. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai trouvé ça très inspirant et pour n'importe quel, là, pas seulement pour l'hospitalité et la restauration, mais pour tout dans la vie en fait. Je trouvais que c'est un livre qui m'a juste me fait me sentir bien. Je crois que c'était beaucoup de blabla ma vidéo, c'était beaucoup de va-et-vient un peu bizarre sur plein de sujets qui n'étaient pas forcément liés au livre. Je pense que j'avais juste envie de faire une petite vidéo aussi, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai hâte qu'on se revoie. Voilà, s'il y a quelqu'un qui a lu le livre et qui l'a bien aimé, ou même qui l'a pas forcément aimé, bah, ça m'intéresserait d'avoir les retours en commentaire. Là, je suis en train de lire Avoir le courage de ne pas être aimé d'Ichiro Kishimi et de Koga Fumitake. Pareil, j'ai eu du mal au début. Allez. Je vous ferai, vous savez quoi ? Vu que j'ai du mal à trouver le temps de réfléchir à des idées de vidéos un peu plus poussées, mais que j'ai le temps de lire parce que je vais souvent à la mer en fait. En fait, j'ai le temps, mais en fait, j'ai aussi d'autres choses à faire, tu vois. Mais du coup, je lis pas mal quand même en ce moment. C'est le genre d'activité où j'ai pas trop besoin de réfléchir. Et en fait, c'est plus genre, on m'apporte de la knowledge et j'ai pas besoin d'en créer. Et c'est agréable. Donc, dès que j'aurai fini ce petit livre, je vous ferai aussi une vidéo sur... En fait, on devient un créateur de booktube. Non mais c'est Chloé, c'est pensé en fait, ça va loin. Et on n'est pas obligé de... On peut tout faire en fait, exactement. Cette chaîne, c'est juste moi et mes pensées, donc si en ce moment mes pensées c'est du livre, et bah c'est tout à fait ok. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'était très brouillon. Je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que vous ça va niveau chaleur et tout ça. Merci beaucoup. Bonne fin de mois de juin. Juillet. Bisous. Ciao. Super livre. Super livre.